Cet invité, qui est-il? C'est Vincent Hugeux, vous le connaissez parce qu'il est très souvent en débat ici à LCI. Vincent Hugeux, grand reporter, essayiste, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous... écoutez, on va essayer d'en parler quand même parce que c'est l'information de la nuit. Monsieur Trump, l'ancien président américain, inculpé une 4e fois par la justice américaine, cette fois par l'État de Géorgie, parce qu'il aurait tenté, en 2020, d'inverser le résultat face à Biden en Géorgie. Il lui manquait 12 000 voix pour embarquer les 16 grands électeurs de Géorgie. Il a essayé de se les procurer de manière frauduleuse. Alors, c'est sa 4e inculpation. Il y aura des procès en 2024. Il pourrait aller éventuellement en prison, mais ça ne l'empêchera en aucun cas de faire campagne et pourquoi pas d'être élu. Il faut quand même bien mettre les points sur les i. C'est une curiosité américaine, ça. C'est l'un des grands paradoxes de cette grande démocratie américaine. C'est que on s'oriente. En tout cas, ça n'est pas absurde d'imaginer ce scénario, vers un Trump qui, pour d'excellentes raisons, se retrouverait en cabane, mais ne serait pas pour autant dépourvu de son aptitude à briguer la présidence, voire à être élu. Alors, à moins que, dans l'un des procès, ou d'autres à venir peut-être, notamment ce qui touche à la sécurité des États-Unis, il coche la case inéligible. Mais pour le moment, à l'instant où nous parlons, on n'en est pas du tout là. L'exemple de la Géorgie est quand même phénoménal. Il y a un enregistrement qui est on l'a évoqué inoubliable, ce matin. oui, qui a sans doute été évoqué ici, mais j'entendais encore voilà 2 heures en préparant cette émission, où il donne l'instruction. Trouve-moi, je crois que c'est 11 500, voilà, à peu près un petit 12 000 voix. Bon, parce que on s'en souvient peut-être, mais le système américain par État, c'est le winner take all, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le vainqueur rafle tout. Tous les grands électeurs de l'État. Bon. Et donc effectivement, vous gagnez fût-ce avec une marge minimale, voire epsilonienne, mais vous mettez quand même dans la poche les, en l'occurrence, 16 grands électeurs. On se souvient que Kerry a perdu la présidentielle face à Bush pour la Floride, où il y avait quelques milliers de voix seulement. Il a embarqué toute la Floride et il a gagné. Absolument. Il est devenu président. Et si vous voulez, dans une démocratie fonctionnelle, très franchement, scandinave par exemple, un personnage qui aurait un passif aussi écrasant que celui de Trump, c'est-à-dire non seulement de la fraude électorale, de l'incitation à l'insurrection, quand même, avec l'assaut sur le Capitole, qui est un peu le symbole, l'emblème de la démocratie américaine. J'y ajoute donc des turpitudes personnelles qui sont elles aussi répréhensibles par la loi, pas nécessairement par la morale seulement. Ce personnage-là, il serait au mieux en garde à vue et sans doute en tôle pour quelques années. Or là, non seulement il est toujours libre de ses mouvements, mais il a la capacité de mener campagne comme si de rien n'était. Et on sait très bien, et ça c'est un des effets pervers du respect de la rectitude légale, c'est que pour une partie de son socle incoercible de partisans républicains, de l'Amérique profonde notamment, non seulement il ne s'agit pas de handicap pour lui, de revers, mais il s'agit pas d'un atout qui confirme le fait que décidément il y a un acharnement de ces intellectuels dégénérés de la côte Est contre celui qui représente la Grande Amérique. Alors il faut préciser quand même que Trump, s'il était élu en prison, ce qui serait quand même une première dans l'histoire des États-Unis, peut s'auto-amnistier s'il est poursuivi au niveau fédéral, ce qui n'est pas le cas pour la Géorgie. Voilà. Et donc il se retrouverait en tôle et il devrait diriger le pays du fin fond de sa prison d'Atlanta dont il ne pourrait pas sortir. Et c'est quand même dément. Oui, mais c'est peut-être un des éléments de perplexité aussi de nos téléspectateurs, c'est que vous avez différentes couches de procédures judiciaires aux États-Unis. Il y a le fédéral, donc l'ensemble, et puis il y a effectivement des procédures à l'échelon de tel État, par exemple, de telle juridiction locale ou régionale. Alors je précise quand même que s'il était condamné à chaque fois à la prison maximum pour les 4 chefs d'inculpation, il passerait 640 ans exactement en prison, ce qui n'est quand même pas rien. Parlons du Niger, Vincent Hugeux. Pendant de très longues années, quand vous étiez à l'Express, vous avez arpenté toute l'Afrique d'un bout à l'autre, d'est en ouest et du nord au sud. Vous connaissez aussi très bien le Niger. De toute évidence, 3 semaines après le coup d'État militaire à Niamey, on a l'impression que les gars qui sont au pouvoir, alors certes ils ont nommé un gouvernement de civils, mais on ne sait pas très bien qui dirige actuellement le pays qui est devenu le Niger, soufflent le chaud et le froid. Ils disent ah bah si on veut bien négocier, on peut envisager éventuellement de rendre le pouvoir. Et puis d'un autre côté, ils serrent la vis dans d'autres domaines. Quel est votre sentiment là 3 semaines après? Comment ça va tourner? Est-ce que la CEDEAO va finir par sortir le gros gourdin et à taper ou pas? Bernard, vous mettez le doigt sur ce qui me préoccupe le plus depuis le début, indépendamment du fait qu'on est dans un dévoiement évidemment grossier et brutal de toutes les normes démocratiques pour lesquelles tant de jeunes Africains se sont battus depuis des années. Ce qui m'inquiète le plus, donc, c'est cette apparence de flottement, d'hésitation, signaux contradictoires. Exemple très simple. Dans un même souffle quasiment, on reçoit des dignitaires religieux, spirituels et politiques du Nigeria, ce qui évidemment n'est pas indifférent, à 1500 km de frontières communes, et on prétend traduire pour haute trahison le président légitimement élu. Bazoum. Donc aux uns on dit nous ne sommes pas exclus, nous ne sommes pas hostiles à une négociation, le dialogue doit continuer, et puis aux autres on dit non seulement
ce personnage, Mohamed Bazoum, donc président élu, doit être traduit devant les juridictions locales et internationales, c'est quand même sidérant, pour haute trahison, atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Mais on laisse entendre qu'en cas de passage à l'acte militaire de la part de la CEDEAO, donc cette communauté des États d'Afrique de l'Ouest, eh bien, on pourrait attenter à ses jours. Donc, comment s'y retrouver? Et moi, derrière cela, si vous voulez, quand je compare ça avec d'autres putschs récents, Mali, Burkina Faso, je suis très frappé par une sorte d'amateurisme et des flottements qui tiennent au fait, à mon sens, que tous ces personnages vêtus de treillis kaki, même si certains n'ont pas combattu depuis un certain temps, sont saisis par un hubris. Ils sont comme, je dirais, enivrés par leur propre audace. C'est-à-dire que c'est un coup d'État qui, à la différence des précédents, part sur ce que l'un des collaborateurs de Bazoum a cruellement appelé une convenance personnelle. C'est vrai, c'est un chef de la garde présidentielle qui sait qu'il est plus proche de la porte que de la promotion et qui décide donc de prendre les devants. Et c'est ça qui fait basculer d'une certaine manière le rapport de force, réussit à embarquer dans cette aventure les grands chefs de corps militaro-sécuritaires. Bon, mais on dit, alors là, vous savez, ils nous ont dégainé le kit du parfait petit putschiste, hein, c'est-à-dire une politique sécuritaire en échec, la malgouvernance, la corruption. Oui, mais enfin, petit détail. Ils sont eux-mêmes, les acteurs de ce putsch, comptables de la politique sécuritaire pour certains depuis plus de 10 ans. Oui. Il y a un hic. Ensuite, la corruption, les grandes affaires de corruption, et il y en a eu évidemment au Niger, des commandes militaires fictives, de la surfacturation, des détournements, ils étaient aussi aux manettes. Deuxième souci. Donc si vous voulez, rien là-dedans n'est rationnel et cohérent, mais ça fait un certain temps que notamment dans l'ère sahélienne, on a renoncé à toute forme de rationalité. Et si vous voulez, alors maintenant j'en viens au cœur de la question sur la CEDEAO. Moi ici même sur ce plateau depuis 2 semaines, je manifeste une très grande circonspection. Pour des raisons qui tiennent à la fois à la fragilité du front uni contre le putsch et à des difficultés opérationnelles insurmontables. Je commence par celle-là. Enfin, vous avez un président qui est menacé, qui est séquestré, qui est peut-être dans les sous-sols d'une résidence présidentielle. Vous allez lâcher un commando de parachutistes sur le toit du palais au risque de mettre un terme à son séjour ici-bas. Deuxièmement, vous avez éventuellement une opération militaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une intrusion de colonnes armées qui viennent du Nigeria ou du Bénin. C'est les 2 seules solutions. Bon, avec des comités de vigilance qui ont été activés sur tous les ronds-points de Niamey, par exemple. Donc vous allez éventuellement courir le risque de laisser dans votre sillage des dizaines, voire des centaines de cadavres de citoyens nigériens. Donc voilà, c'est pour la raison. Alors, et puis la première raison de mon scepticisme, c'est que on nous dit, oui, c'est le front uni, l'union sacrée contre le putsch. Mais pas du tout, pas du tout. À l'ouest, vous avez le glacis des frères d'armes maliens burkinabés. L'Algérie au nord, le président Tebboune a très clairement manifesté son hostilité radicale à toute intervention. Il ne supporte pas l'idée qu'on puisse mettre un orteil, et a fortiori des Rangers, dans son arrière-cour sahélienne. C'est ainsi qu'il voit cette région. Et puis même, les États-Unis ont une posture extrêmement ambiguë, car ils ont des intérêts, ils souhaitent évidemment garder leur base à Agadez et un peu plus au nord. C'est un balcon sur la Libye, ce qui n'est pas inutile. Les Italiens, les Allemands ont manifesté aussi leur préférence pour la formule du dialogue. Et je termine là-dessus, c'est-à-dire que depuis le début, le propos de la CEDEAO, donc il faut toujours rappeler que c'est une communauté qui est perçue par une bonne partie de l'intelligence africaine comme molle, tiède et inféodée aux partenaires occidentaux. Depuis le début, donc la CEDEAO a un discours qui est ambivalent. Si vous voulez crédibiliser la menace du recours à la force, vous ne commencez pas par répéter tous les 4 matins que vous souhaitez privilégier la solution diplomatique. Vous avez le droit de le penser très fort, mais il ne faut surtout pas le dire. Pour crédibiliser une menace, eh bien, on fait du vol en rase-motte avec des chasseurs au-dessus de la capitale, on masse des troupes, effectivement, on n'en parle pas. On a eu quand même des chefs d'état-major qui sont réunis il y a plus d'1 semaine, pendant 48 heures, à Abuja, au Nigeria, et on apprend qu'ils vont se retrouver jeudi prochain à Accra, au Ghana. Il serait peut-être temps de donner des signaux crédible. Et donc, effectivement, les putschistes, dans cette hubris dont je parlais tout à l'heure, ils s'engouffrent dans toutes ces brèches et se persuadent eux-mêmes que l'intervention militaire est une chimère. Vincent Hugeux, vous avez mis le doigt sur l'apparent amateurisme, entre guillemets, ou l'opportunisme véritablement instantané des putschistes militaires de Niamey. Comment comprenez-vous le bide complet des services de renseignement français? Vous avez lu le Canard enchaîné comme moi la semaine dernière. Macron apparemment était vraiment pas content et il a passé une engueulade phénoménale aux gens de la DGSI en leur disant « Enfin, comment n'avez-vous rien vu venir ?» La DGSE en l'occurrence. C'est extérieur, excusez-moi, c'est la 2e fois que je fais la même erreur. Ils n'ont rien vu venir. Alors, ce qui est assez cocasse en l'occurrence, c'est qu'une semaine plus tôt, à peu près, c'était le 13 juillet au soir, à l'hôtel de Brienne, Emmanuel Macron rendait un hommage inaccoutumé et appuyé, publiquement en tout cas, au même service de renseignement extérieur, pour leur clairvoyance, la DGSE, pour leur clairvoyance dans la préparation et la conduite de la mutinerie avortée de Prigojine en Russie. Oui. Là, il se trouve qu'effectivement, soyons clairs, et j'ai quelques raisons d'être à peu près sûr de mon analyse,
les services français avaient alerté Mohamed Bazoum et son entourage de plusieurs velléités putschistes. L'une d'ailleurs l'avant-veille de son investiture, voilà 2 ans, et 3 ou 4 depuis. Mais pas celle-là et pas avec ces personnages-là. Si vous voulez, quand vous avez un coup d'État qui se prépare dans les arrière-salles d'un hôtel de la capitale, d'un restaurant chez tel ancien général à la retraite, confié en amertume, etc., vous avez des signaux qui peuvent être captés par des gens dont c'est le métier, qu'ils soient d'ailleurs locaux ou étrangers. Là, en l'occurrence, on a tellement l'impression d'une sorte d'improvisation, d'impulsion de quelqu'un qui se dit « si je n'agis pas maintenant », je finis ma carrière dans la honte et l'ombre, que sans doute il n'y a pas eu ces petits cailloux qui sont semés en amont de ça. Ça n'excuse pas tout. Ça doit vouloir dire aussi que pour des raisons de priorité, on a peut-être dégarni une partie des dispositifs justement de captation d'enseignement dans cette zone du monde et du continent africain pour privilégier, là aussi, pour des raisons qui sont explicables, l'Ukraine. Voilà, ou l'Europe de l'Est. Voilà. Donc oui, très clairement, c'est un échec parce qu'en plus, si vous voulez, point de détail, mais qui n'en est pas un d'ailleurs, c'est que le personnage qui apparaît comme la figure de proue, donc le fameux Abderrahmane Tiani, ancien chef de la garde présidentielle et qui l'était depuis 2011, n'avait pas été identifié comme éventuellement le cerveau d'un coup d'État militaire virtuel. Pas davantage que Salifou Modi, qui à mon sens est sans doute l'un des cerveaux aujourd'hui de la junte. Salifou Modi était l'ancien chef d'état-major qui, lui, avait d'ailleurs été démis de ses fonctions par Mohamed Bazoum en avril dernier, nommé ambassadeur aux Émirats Arabes Unis, et ne s'était d'ailleurs jamais rendu dans son nouveau poste. Donc vous voyez, dans les 2 cas, vous avez un ressort qui, à mon avis, est toujours à prendre en considération, au-delà de l'énoncé des principes, la sauvegarde de la patrie, blabla, etc., c'est le ressentiment. C'est la rancœur personnelle. Et donc vous avez là une agrégation de rancœurs qui font que ce qui paraissait inconcevable, et d'ailleurs n'a pas été capté, en tout cas dans cette séquence-là et avec ces personnages-là, peuvent tromper, flouer ceux qui sont pourtant payés pour repérer ce genre de signaux sur leurs écrans radars. Vincent Hugeux, parlons de l'autre conflit en cours et du monde slave au sens large du terme. La rédaction en chef me dit dans l'oreillette qu'une dépêche d'agence arrivant de Moscou dit que Poutine, ce matin, officiellement et publiquement, a prôné le renforcement de la coopération avec Pyongyang, donc avec le satrape de Corée du Nord, où s'est rendu d'ailleurs Shoigu, le ministre de la Défense, il y a 2 semaines. C'est un pion important, la Corée du Nord, pour les Russes. C'est un pays de misère qui n'a pour lui que d'avoir des missiles balistiques. Enfin, dont la capacité de nuisance est quand même immense. Oui. Et d'ailleurs, si on élargit un peu la focale, l'un des phénomènes les plus singuliers, qui à mon avis restera dans l'histoire de ce conflit, c'est que Vladimir Poutine, qui se présente comme le gardien d'une chrétienté, orthodoxe en l'occurrence, mais menacée. Bon. Une sorte d'incarnation de la pureté spirituelle, identitaire, culturelle, linguistique, doit se tourner pour pallier les défaillances criantes de son armée, doit se tourner vers la République islamique d'Iran et la Corée du Nord. Donc 2 États parias, c'est parias de tous les pays, unissez-vous. Sans que ce paradoxe ait l'air de troubler beaucoup de ses compatriotes. Alors sur la Corée du Nord, effectivement, il y a l'image d'ailleurs qui a été véhiculée lors du passage de Sergei Shoigu, ministre russe de la Défense, un grand barnum militaire à Pyongyang. Alors vous avez ces démonstrations de force dites populaires, ces défilés impeccables, il manque pas un boucon de guêtres, les types ont répété jusqu'à épuisement pendant des semaines, etc. Tout ça projette une impression de puissance. Et puis il y a la véritable Corée du Nord, la Corée du Nord profonde, celle où vous avez eu, dans les 2 décennies écoulées, des centaines de milliers et sans doute des millions de morts de famine. Oui. À tel point d'ailleurs que dans les transactions entre la Russie de Poutine et la Corée du Nord du petit-fils Kim, n'oublions pas que c'est une dynastie, tout ça c'est du troc. C'est-à-dire qu'en fait, la Russie paye en blé, en maïs, en tout ce que vous voulez. Mais elle paye quoi? Elle paye des armes. Alors, elle paye. Alors, attention, évidemment, il y a toujours le spectre de la fourniture, par exemple, de missiles intercontinentaux, balistiques. Et de fait, la Corée du Nord a accompli des progrès indéniables sur les vecteurs, avec évidemment le spectre de l'association d'une ogive nucléaire avec un vecteur de type intercontinental. Mais c'est la grande Russie, ça fait 70 ans qu'ils fabriquent ces trucs-là, ils n'ont pas besoin des Coréens. Mais ils en ont besoin moins pour ça que pour l'ordinaire d'un combat d'artillerie à l'ancienne. C'est des obus aujourd'hui. Il y avait l'autre jour à la télévision russe, que je ne me lasse pas de regarder avec une sorte de plaisir pervers, il y avait un débat absolument ébouriffant, où la question était justement, je reprends exactement vos termes, est-ce qu'il est humiliant ou honteux pour la grande Russie de devoir se tourner vers la petite Corée du Nord, etc. Pour acheter des obus. Oui, pour acheter des obus, parce que la consommation, on le sait, au jour le jour, dans une conflictualité qui allie la guerre d'après-demain,
la cyber, avec la guerre d'avant-hier, Verdun et les tranchées, vous avez besoin, effectivement, de missiles. Alors, et d'ailleurs, à la fin de ce débat, il y avait l'un des intervenants, député d'Adouma, ancien général, etc., qui expliquait qu'il avait, en gros, sous les yeux sa shopping list. Alors, donc, des munitions de base, des gilets pare-balles, des casques, des kits sanitaires. Je ne suis pas sûr que je confierais ma destinée en cas d'infortune à un kit sanitaire. Enfin, donc, voilà, on était exactement... Et c'est ça qui est fascinant, c'est que la Russie continue de projeter, avec toute la grandiloquence dont sont capables ces intellectuels, ces politiques, etc., donc projeter une image de grandeur, de grandeur soviéto-impériale, et en même temps, elle est obligée de se tourner vers... Alors, je citais donc l'Iran. Il y avait un autre débat hier soir où, grosso modo, l'animateur, presque aussi hargneux que le fameux Solovyov, un certain Sergueï Mardan, disait quand même, les Iraniens, quand ils veulent faire régner l'ordre dans le Golfe Persique, ils y vont. Ils sont prêts à arraisonner un navire militaire américain. Que ne fait-on de même, nous, dans la mer Noire, dont on veut faire à la Cruz? Donc on se tourne vers l'Iran, on se tourne vers la Corée du Nord, donc ce qu'on appelle les États parias, les États voyous, et puis même à l'intérieur, quand même, n'oublions pas. Vers qui Poutine s'est tourné au moment où il a mesuré l'étendue du désastre de son agression initiale? Il s'est tourné vers Kadyrov, tchétchène. N'oublions pas que le père de Kadyrov, qui se prénommait Armat, avait à un moment donné de sa vie émis une fatwa contre les autorités russes. Absolument. Et ensuite, il a été retourné moyennant finances. Et donc, Moscou s'est rendu complice de l'islamisation au forceps de la société tchétchène. La Tchétchénie étant lui aussi un État paria. Enfin, c'est monstrueux. C'est une région de Russie, mais paria. Et puis il se tourne vers les soudards de Prigogine, qu'on va chercher dans les colonies pénitentiaires, et dont certains sont des serial killers. Bon. Donc je veux dire, là, si ça n'interroge pas ce qu'il reste d'intelligence, de culture dans l'élite russe, retirez l'échelle, il n'y a plus rien à sauver. Vous avez tendu la perche, Vincent Hugeux, à propos des Iraniens et du Golfe Persique. Ça fait quelques jours maintenant que la marine russe, la marine de guerre russe en mer Noire, arraisonne des cargos. Oui. Arraisonne des cargos. Alors, ils les ont pas coulés. Ils font des tirs de semonce devant la proue, le cargo se met en panne, ils font monter des gars à bord et ils viennent voir ce qu'il y a dans le cargo qui vont vers des ports ukrainiens. Alors, pas Odessa, qui est désormais quasiment inaccessible, mais ceux qui se trouvent à l'embouchure du Danube, en l'occurrence. Ça va tourner mal, ce truc. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont finir par en couler un, peut-être par inadvertance. Et alors, il se passe quoi? C'est toujours le risque, c'est que statistiquement, il y a toujours un moment où ça déraille. Ben oui. La question est de savoir quand et non pas si. Si vous voulez, les Russes n'ont toujours pas digéré l'humiliation suprême d'avoir été frappés en leur port, alors russe pour le coup, incontestablement, de Novorossiysk. Oui. Un port absolument capital dans leur système de commerce international. Et donc, la riposte, c'était de dire, au fond, plus un cargo, fût-il chargé d'une cargaison alimentaire, par exemple, n'ira vers les ports ukrainiens. Encore une fois, ça revient à cette obsession de faire de la mer Noire un lac russe, obsession d'ailleurs qui ne recueille pas l'aval d'un Erdogan, le président turc par exemple. Et donc, l'idée de pouvoir montrer qu'on est maître de cette mer Noire, c'est aussi une manière d'effacer les revers cinglants, cuisants précédents. Ça commence avec le Moskva au tout début de l'agression, puis vous avez eu d'autres bâtiments qui ont été coulés par exemple, un drone naval ukrainien. Alors, l'idée aussi, c'est que dans une période d'extrême conflictualité comme ça, vous n'avez plus de cargaison civile. C'est-à-dire qu'on va vous dire que si c'est de l'alimentaire, des céréales, c'est pour nourrir les forces. C'est-à-dire des kérosènes, c'est pour... Et d'ailleurs, c'est aussi la réponse du berger russe à la bergère ukrainienne, puisque les Ukrainiens eux-mêmes ont interdit à certains cargos russes d'accoster. Vous avez quand même ce fameux SIG, qui est un pétrolier, qui a été, non pas coulé, mais qui a été perforé au niveau de sa coque par une attaque de drone naval. Donc voilà, c'est un peu ça que ça dit. Et j'ajoute, pour terminer, un dernier point qui est quand même sidérant lui aussi, qui devrait susciter pas mal de réflexions chez ceux qui, dans l'hémisphère sud, continuent de se montrer perméables à la rhétorique anti-impérialiste de Poutine, lequel mène quand même à peu près l'une des seules aventures coloniales de ce temps en Ukraine. 21e siècle. C'est qu'on est en train de détruire des stocks de céréales, par exemple dans le port d'Odessa, céréales qui sont destinées à des pays comme Israël, la Chine et des pays d'Afrique. Donc il y a un souci là. Si ça n'invalide pas de manière définitive la prétention d'un Poutine lors du sommet Afrique-Russie de Saint-Pétersbourg à traiter l'Afrique en ami, comme disent les Anglais, with friends like this you don't need enemies, avec des amis comme ça vous n'avez pas besoin d'ennemis. Très jolie formule. Les Anglais ont toujours une formule pour conclure un débat en général. Souvent c'était Churchill qui l'a trouvé, mais enfin c'est plus le cas maintenant. Merci beaucoup Vincent.